Bonjour, je m'appelle Émilie Salerno, je suis psychologue clinicienne et j'ai reçu des questions en fait par rapport à YouTube. Donc je vais y répondre et je préfère faire une vidéo, comme ça servira à plusieurs personnes. Donc c'est des questions par rapport à mon parcours d'études, par rapport au stage, par rapport à mon activité libérale et par rapport aux formations que j'ai faites et par rapport aux diplômes que j'ai obtenus. La première question c'est: je n'ai pas d'argent pour me louer un cabinet, que me conseilles-tu? Ce que je peux te conseiller en tant que psychologue quand tu n'as pas d'argent pour avoir ton propre cabinet, c'est de pouvoir demander à ton entourage ou à ta famille de pouvoir te prêter une pièce que tu vas aménager pour pouvoir faire tes consultations. C'est la solution la mieux qui peut être trouvée pour être tranquille, et il faut le faire avec des personnes de confiance parce qu'il faut que tu tiennes le cadre et il ne faut pas que du jour au lendemain on te dise bah non c'est terminé, tu ne peux plus faire les consultations. Donc il y a le suivi à faire avec les patients, donc il faut que ce soit des personnes de confiance. Comment t'es-tu installée en libéral? Moi, je me suis installée en libéral en fait en ayant eu cette pratique. Je bénéficie même aujourd'hui encore d'un cabinet qui m'est prêté en fait, que je ne paye pas, que j'ai gratuitement. Et j'accueille des enfants, des adultes et des familles en consultation. C'est alors le comment t'es-tu installé en libéral, s'il peut y avoir aussi la question de la temporalité. J'ai été diplômée en juin 2014 et j'ai commencé mon activité en juin 2018. Donc il s'avère qu'après une longue période de chômage, je me suis dit pourquoi pas m'installer moi-même toute seule en libéral en fait. J'ai eu un déclic, j'en ai eu marre et je me suis installée en libéral. Comment as-tu vécu tes années d'études? Mes années d'études, ça a été mes meilleures années de ma vie. J'ai adoré faire mes études. J'avais des professeurs extraordinaires. À chaque fois que les professeurs parlaient, je buvais comme de l'eau toutes leurs paroles. C'était extraordinaire. Euh, j'ai de bons souvenirs, j'ai appris énormément de choses. Ça a été 5 ans d'années d'études, mais moi, j'ai pas passé 5 ans d'années d'études, j'y ai passé 8 ans. À partir du moment où il y a la licence, en fait, il y a une autre clinique à faire. Donc moi, comme j'étais salariée, je passais en fait euh, mes cours, comment ça s'appelle? Les cours qu'on a en amphi en fait, et je passais les partiels et en même temps j'étais salariée à côté. Et l'année suivante, par exemple ça c'était pour ma L3, mon M1 et mon M2. Et pour le L3, il y a la note clinique, donc je faisais mon stage et ma note clinique l'année suivante. C'est pour ça qu'en général, vous allez voir par la suite, je vais vous parler, quand je vais vous parler de mes stages, vous allez voir que j'ai pas que 3 années de stage, mais que j'en ai beaucoup plus en fait. Parce que j'ai fait mes années de L3, M1 et M2 en 2 ans en fait à chaque fois. Donc j'avais deux stages en fait par année. Avais-tu le temps et l'énergie pour tes loisirs, voire tes amis? Alors moi, ce que j'ai trouvé comme pour m'aérer l'esprit, en fait, c'est la danse et faire du sport. Je sortais 3 à 4 fois par semaine et ça m'empêchait pas d'aller travailler et d'aller faire mes études. Je sortais pendant 3 4 heures, ça m'aérait l'esprit, je remuais mon corps, ça me faisait du bien au corps, ça m'assouplissait. J'avais au niveau des relations des amis. Et je voyais toujours les mêmes personnes qui venaient en cours de danse ou en soirée. Donc c'était un lien qui était fort en fait, donc c'était super. Et j'avais aussi, alors j'avais pas beaucoup d'amis en faculté, mais à l'université. Mais j'avais de très bons amis à l'université. Ils étaient peu à chaque fois, mais c'était un lien de qualité en fait. C'était des personnes que j'avais toujours le plaisir d'aller retrouver en cours, en amphi. Donc ça motive en fait pour continuer ses études. Et pourtant, au niveau de mes notes, quand j'ai commencé la première année en DUG en fait, parce qu'à l'époque les L1 et L2, licence 1, licence 2, ça s'appelait un DUG. Euh,
première et deuxième année de DUG, j'avais des très mauvaises notes en psychanalyse. J'avais quoi? J'avais 3, j'avais 5. Et en fait, j'allais au mois de septembre pour faire les rattrapages et là, j'avais un 10 ou un 12. Donc, il me fallait du temps, en fait, pour élaborer tous les cours. Et comme j'étais pas très assidue et que j'y allais pratiquement jamais et j'avais des cours de retranscription, parce que je travaillais, j'étais salariée, donc finalement, il me fallait du temps. Donc, les rattrapages, c'est très important, oui. Comment as-tu réussi à écrire ta note clinique et tes mémoires? Alors ça, c'est une grande question parce que écrire les mémoires, c'est très difficile, ça vous vide. J'ai fumé énormément de cigarettes et c'est pas bon la cigarette, hein, je le dis, hein, c'est une drogue. Mais pour me déstresser, pour me calmer, pour supporter tout ce que j'étais en train d'écrire en fait sur les traumatismes par rapport aux enfants, parce que je suis diplômée en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Donc on questionne aussi les familles, bien évidemment, mais on questionne surtout l'enfant. Et quand on soulève en M1 le traumatisme, c'est très compliqué quand on doit passer à l'écriture, en fait, quand on doit accoucher de son mémoire. Donc, ce que je faisais, c'est que je ne dormais pas beaucoup et j'écrivais mon mémoire en 3 semaines. Et alors qu'il y en a qui l'écrivent durant toute l'année. Moi, j'étais plutôt d'une mentalité à l'écrire en 3 semaines en passant des nuits blanches et en dormant pas beaucoup et en dormant avec mes livres, en fait. Voilà comment se sont passées mes mémoires. Ma note clinique, ça a été un peu plus souple, ça a été un peu plus cool, mais ça a été pareil, ça a été très difficile. Mais c'est de très bonnes expériences, mais il faut avoir une capacité physique et morale assez forte, en fait. Il faut être aidé. C'est pour ça que quand on fait des études de psychologie, on est en psychanalyse en général. Enfin, il y en a qui réussissent sans y aller en psychanalyse, mais je ne sais pas comment ils font. Quels sont tes diplômes? Donc, mes diplômes, j'ai 2 diplômes en fait. J'ai un diplôme qui s'appelle un diplôme universitaire violences faites aux femmes, où on apprend tout ce qui concerne les traumatismes, tout ce qui est psychologie, juridique et médicale par rapport aux violences faites aux femmes. Et pareil, on a un petit mémoire à écrire et une soutenance. Et ça a été un diplôme que j'ai fait en 2016, durant l'année 2016, de janvier à novembre. Et en 2014, j'ai eu mon master 2 professionnel de psychologie clinique et de psychopathologie de l'enfance et de l'adolescence. Peux-tu nous raconter tes expériences de stage? Les as-tu trouvées facilement? Alors en général, pour trouver un stage, ce que je faisais, c'est que j'écrivais à tous les CMP, les CATTP, les IME, les services pédopsychiatriques, et en fait, j'écrivais environ entre 80 et 120 lettres par an, en fait, pour trouver un stage, avec mon CV, lettre de motivation et CV. Donc voilà. Donc le premier stage que j'ai fait, c'est en IME, en institut médico-éducatif. J'accompagnais le psychologue référent à faire ses supervisions des soignants. J'allais avec lui aux réunions de cadre et j'ai fait quelques entretiens familiaux. Ce qui était très intéressant sur ce lieu de stage, c'était mon premier stage. Donc, comme je n'ai pas de parents qui sont soit médecins, soit psychiatres, soit psychologue, soit infirmier. Enfin, je n'ai pas de lien avec l'institution médicale, en fait, l'institution hospitalière. Donc, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est le premier endroit où j'ai pu connaître qu'est-ce que c'est que la psychose et comment ça se passe chez l'enfant, en fait. Donc, j'ai pu partager des très bons moments avec les enfants qui avaient la psychose. Sur ce lieu de stage, ce que je pourrais vous dire comme anecdote, c'est que c'est un lieu de stage où j'aurais pu finir mes études si j'avais pas été assez forte, si j'avais pas trouvé un deuxième lieu de stage sur Paris, dans un service de consultation de psychopathologie de l'enfance et de l'adolescence. Parce que dans cette IME, ça s'est très mal passé en fait. Finalement, le psychologue référent faisait en sorte que les 2 équipes soignantes, dans 2 lieux, 2 unités différentes, avec des enfants différents, se confrontent en fait. Il les mettait toujours comment on appelle ça?
Oui, en confrontation, enfin en concurrence. Donc pour lui, il m'avait expliqué ce qui est bien quand on a 2 ou 3, 4 équipes, il avait 4 équipes en tout à superviser. Il me disait ce qui est bien, c'est de les mettre en concurrence en fait, c'est de faire en sorte que comme ça les motive pour aller plus loin et pour questionner un peu plus de choses. Moi, comme une débile, j'avais écrit ça dans mon mémoire, je me suis tapé 5, hein. C'est totalement faux. Faut faire en sorte que les équipes soient en bonne cohésion et que ça se passe très bien et dans la bienveillance. Donc, premier stage, en fait, j'ai appris beaucoup des patients. J'ai partagé de bons moments avec les patients, mais avec les soignants et avec le psychologue référent, ça s'est très mal passé. Donc ensuite, j'ai trouvé un lieu de stage, donc comme je vous disais, dans un hôpital de Paris, en consultation de psychopathologie pour enfants et adolescents. J'y suis restée 3 ans, mais pas 3 ans d'affilée en fait. Et là, j'avais les consultations psychiatriques pour enfants et pour les familles. Et ça s'est très très bien passé. J'ai appris énormément de choses à côté de mon référent qui était un psychiatre. J'ai appris vraiment qu'est-ce que c'est que la clinique et c'est là où finalement j'avais la parole du patient, la parole pure en fait, comme on peut dire, comme quand on a en psychanalyse, quand on se fait psychanalyser en fait. Donc ça s'est super bien passé, c'était génial, j'y suis restée 3 ans. Et c'est là aussi où j'ai appris que finalement, quand il y avait un lieu de stage où c'était un groupe, je n'arrivais pas à écrire, mais ma note clinique ou mes mémoires. Mais quand j'étais en face à face avec des patients, donc en thérapie individuelle, j'arrivais à écrire mes mémoires et mes notes cliniques. Donc c'est quelque chose qui a interrogé, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en libéral en fait. C'est pour ça que je ne travaille pas dans des thérapies de groupe. Mais dans mes lieux de stage, ça m'a beaucoup servi. J'ai fait des thérapies de groupe avec les enfants. Ensuite, j'ai été dans un CATTP, donc dans un centre d'activité thérapeutique à temps partiel, où il y avait 3 enfants. En fait, c'est un groupe thérapeutique où il y avait 3 enfants et il y avait une psychomotricienne et ma référente psychologue. Ça s'est très bien passé. C'est simplement que là, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, dans certains lieux, c'est qu'il y a des référents qui comprennent que vous avez plus besoin d'aller en stage pour pouvoir écrire vos mémoires. Donc j'ai dû signer un avenant sur mon contrat parce que ça devait se terminer en juin. Et en fait, moi, je suis partie à partir du mois d'avril pour me couper de tout pour pouvoir écrire mon mémoire en fait. Et ça, elle l'avait pas compris. Donc ensuite, j'ai été en CIDE, en centre médico-psychologique, où là, c'était un groupe thérapeutique avec 8 adolescents, donc c'est pareil. J'ai pas pu écrire mon mémoire, mais en tout cas, j'ai pu avoir une expérience avec la psychose chez l'adolescent, donc c'était très intéressant. Et ensuite, j'ai été en CMP, en centre médico-psychologique, où j'ai fait des consultations toute seule cette fois-ci, non pas avec le référent comme j'ai eu à l'hôpital, le référent psychiatre. J'ai fait des entretiens familiaux aussi, un petit peu, mais j'ai eu surtout pendant un an des consultations toute seule avec 2 enfants et le début avec un troisième. Je faisais des entretiens d'admission et aussi des comptes rendus. Donc ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris à être seule face à un enfant et de comment pouvoir travailler avec un enfant en fait. Donc la solidité que j'ai eue et la base clinique que j'ai eue avec le référent psychiatre en consultation pédopsychiatrique de l'enfance et de l'adolescence dans un hôpital à Paris, ça m'a fait du bien, ça m'a appris énormément puisque par la suite, avec cette consolidation que j'ai eue de mon expérience professionnelle, j'ai pu le mettre en activité par rapport au CMP, au centre médico-psychologique, où j'ai pu être seule avec les enfants pour faire leur psychothérapie en fait. Donc ça s'est super bien passé. J'ai eu 2 petites filles extraordinaires. Il y en a une qui était un petit peu plus difficile que l'autre, mais après qu'il y ait eu l'alliance thérapeutique et la confiance qui s'est mise en place avec les parents et avec les enfants, tout s'est bien passé en fait. C'était super. J'ai eu des remerciements de la part d'une des 2 mamans. Enfin voilà, ça a été très intéressant. Donc voilà pour mon parcours. Donc
quelles sont tes formations complémentaires? Donc mes formations complémentaires, en fait, j'ai été à mon stage à une formation qui s'appelle Famille, Psychose et Psychiatrie, quelle place pour les soignants? Donc ça, c'était très intéressant. C'était en mars 2014. Ensuite, en mars 2016, j'ai été à Rennes, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas aller loin. Je pouvais en tout cas, donc j'y suis allée. C'était sur l'évaluation des risques de récidive, principes, limites et mise en œuvre. Donc ça, c'était très intéressant, surtout qu'à un moment donné, il y a une psychologue d'un autre pays qui est venue du Québec ou du Canada, je ne sais plus, et qui expliquait que finalement, elle prenait en charge des personnes qui avaient des difficultés au niveau sexuel, ça veut dire que c'était des violeurs, et que dans sa prise en charge, finalement, elle racontait le cas d'un patient qu'elle a laissé sortir quelque temps pendant la prise en charge, donc il avait une permission de sortir, et que finalement il avait récidivé. Donc bon, vous connaissez mon avis à ce sujet de toute façon. Voilà. Donc ensuite, j'ai été à sensibilisation aux conduites d'addiction. Donc ça, c'est une association. Donc ça m'a appris aussi beaucoup de choses par rapport aux drogues et par rapport aux effets et tout ce qui s'ensuit au niveau juridique par rapport aux peines et par rapport aux médicaments qu'on peut leur donner pour substituer la drogue. En fait, ça c'était en avril 2017. Ensuite, j'ai été à la Société française et francophone d'éthique médicale en juin 2018 pour aller voir les enjeux éthiques de l'expertise des enfants. Donc ça, c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de psychologues et d'avocats aussi qui venaient pour dire mais comment on fait quand il y a des pères qui sont complètement pervers et qu'on n'arrive pas à faire dire à l'enfant tous les gestes qu'il a eus en fait et qu'il y a un blocage et qu'il y a un mutisme et comment faire au niveau juridique pour les faire valoir finalement. Donc c'était très intéressant. J'ai été au CFCV, le collectif féministe contre le viol en 2018, donc pour faire plusieurs formations qui durent soit une journée ou une demi-journée, soit 3 jours. Donc là, il y en a eu beaucoup. Il y a eu la prévention des agressions sexuelles et maltraitances à l'encontre des enfants. Deuxième formation, prévention des mutilations sexuelles féminines et mariages forcés. Faire émerger et recevoir le récit des femmes victimes de violences. Créer et animer des groupes de parole de femmes victimes d'agressions sexuelles et organiser et animer des débats et formations sur les violences à l'encontre des femmes. Donc voilà pour les formations complémentaires que j'ai pu faire. Alors j'ai une dernière question qui est assez sensible mais qui est très sympathique. Est-ce qu'on peut être psychologue et avoir une maladie psychique? Alors, il y a des psychiatres qui vont vous dire, alors maladie psychique, on entend par là, je pense qu'elle a voulu dire dans sa question maladie psychique, bipolarité ou schizophrénie. Ça pourrait être les plus grosses en tout cas, qui pourraient être handicapantes. Donc, ce que je sais, ce que j'ai entendu, c'est que les psychiatres, en tout cas dans le Val-de-Marne, les psychiatres ne sont pas pour le fait d'être en RQTH, d'être en travailleur handicapé quand on est psychologue. Ils ne sont pas pour. Alors moi personnellement, est-ce que je pense qu'on peut être schizophrène ou bipolaire? Donc la bipolarité, c'est la psychose maniaco-dépressive à l'époque de comment on l'appelait. Et être une bonne psychologue, parce que c'est un peu ça la question, je pense que oui, on peut être une bonne psychologue à partir du moment où on a trouvé le traitement qui a stabilisé la psychologue, en fait, tout simplement. Il suffit d'être stabilisé par les traitements pour être une bonne psychologue. Donc on peut avoir une maladie psychique et être une bonne psychologue, recevoir ses patients et que tout se passe bien. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans peut-être une prochaine vidéo. Je ne sais pas si j'en referai d'autres. En tout cas, j'ai pas de sujet qui me vient en tête pour l'instant. Sur ce, j'espère que vous accueillerez avec bienveillance cette vidéo, de la même manière que j'accueille toutes vos questions et tous vos messages et toutes les choses que vous pouvez me donner avec bienveillance. Je vous dis à bientôt. Au revoir.